sous les chênes séculaires du cimetière Saint-Michael, à Charleston, en Caroline du Sud, reposent 9 tombes dont les familles les plus en vue de la ville refusaient de parler. Chaque pierre tombale porte le nom d'un riche propriétaire de plantation, mort entre 1851 et 1855, tous dans des circonstances mystérieusement similaires. Une paralysie soudaine, suivie de ce que les médecins de l'époque appelaient une mort miséricordieuse. Mais en 1923, lorsque le cimetière fut rénové, les gardiens firent une découverte terrifiante que les autorités de la ville ordonnèrent immédiatement de sceller et de garder hors des archives publiques. À l'intérieur de chacun des 9 cercueils, les couvercles de bois portaient près de profondes traces de griffures d'ongles, et les corps reposaient dans des positions évoquant des luttes désespérées. Ce que les autorités découvrirent ensuite allait hanter l'élite de Charleston pendant des générations. Un journal en cuir, enfoui sous le plus vieux magnolia du cimetière, écrit de la main soignée d'un homme nommé Solomon Fairfax, relatait 4 années d'une vengeance calculée, qui commença par les cris d'une famille et se termina par 9 hommes enterrés vivants. Avant de poursuivre l'histoire de Solomon Fairfax et du sombre secret qui transforma un guérisseur doux et respecté en le plus méthodique meurtrier de Charleston, nous vous invitons à rejoindre notre communauté de chercheurs de vérité. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de ces histoires enfouies du passé de l'Amérique. Et dites-nous dans les commentaires, de quel État nous écoutez-vous? Nous adorons entendre nos auditeurs venus de tout le pays. La première entrée du journal, datée du 15 mars 51, commençait par une ligne unique qui expliquait tout. Aujourd'hui, j'ai regardé ma femme et mes enfants brûlés, et je n'ai rien fait pour les arrêter. Charleston, dans les années 1850, brillait comme le joyau de l'aristocratie du Sud, où de grandes demeures aux colonnes blanches bordaient la rivière Cooper, et où les fortunes bâties sur le riz et le coton créaient donc des dynasties qui se croyaient intouchables. La communauté médicale de la ville, bien que réduite, jouissait d'un immense respect auprès des élites fortunées, capables d'employer des médecins privés pour soigner leurs maux de plus en plus fréquents. Fièvre mystérieuse, faiblesse soudaine, étranges paralysies qui semblèrent y frapper les familles les plus influentes avec une régularité alarmante. Le docteur Cornelius Hathaway avait établi son cabinet sur Meeting Street en 1845, gagnant rapidement une réputation au sein de la haute société de Charleston pour ses traitements novateurs et sa compréhension inhabituelle des remèdes exotiques. Son succès venait en partie de son assistant exceptionnel, un esclave nommé Solomon Fairfax, qui possédait une connaissance presque surnaturelle des plantes médicinales et des composés chimiques. Solomon avait été acheté spécifiquement pour la pratique du docteur Hathaway, après avoir démontré des compétences remarquables en médecine botanique, des savoirs transmis de génération en génération dans sa famille, qui avait servi de guérisseur sur diverses plantations des basses terres de Caroline. Solomon Fairfax n'était pas l'esclave de champs typique qui peuplait les plantations de Charleston. Grand, doté d'un regard intelligent qui semblait enregistrer chaque détail de son environnement, il avait été éduqué aux côtés des enfants de son ancien maître, apprenant à lire et à écrire avant que ce type d'instruction ne soit strictement interdit. Sa connaissance des termes médicaux latins impressionnait même le docteur Hathaway, qui en était venu à s'appuyer fortement sur sa capacité à préparer des composés complexes et à assister lors de procédures délicates. Les riches patients du cabinet de Hathaway s'étaient habitués à la présence de Solomon, demandant souvent à être traités par lui en raison de sa douceur et de son apparente compréhension intuitive de leurs maux. Mais la vie de Solomon n'avait pas toujours été confinée aux murs d'un cabinet médical. Pendant 32 ans, avant de rejoindre le docteur Hathaway, il avait vécu sur la plantation Pemberton, à une quinzaine de miles de Charleston, où il avait épousé une femme nommée Celia et élevé 3 enfants, 2 garçons et une fille, dans un des quartiers réservés aux esclaves. Les Pétons avaient donc s'y toléré cet arrangement parce que les talents de guérisseur de Solomon se révélaient inestimables
lors des fréquentes épidémies de fièvre et de maladies qui pouvaient décimer la main-d'œuvre d'une plantation en une seule nuit. L'expertise de Solomon avait sauvé d'innombrables vies, esclaves comme hommes libres, lui valant une certaine forme de respect, rare pour quelqu'un de sa condition. Il avait mis au point des traitements pour tout, des morsures de serpents à la tuberculose, en combinant des remèdes africains traditionnels transmis par sa grand-mère et des techniques apprises en observant attentivement les médecins blancs qui visitaient hommes parfois la plantation. Les pétons lui permettaient même de soigner leur propre famille lors de maladies, preuve de la confiance réelle qu'il plaçait en ses capacités. Cependant, ce confort relatif prit fin brutalement en mars 1851, lorsque les dettes de jeu d'Edmund Petton l'obligèrent à vendre une partie de sa propriété humaine pour couvrir ses obligations financières. La vente devait inclure la femme et les enfants de Solomon, qui seraient séparés et envoyés dans différentes plantations à travers l'État, une pratique courante que les propriétaires justifiaient comme une nécessité économique, mais qui détruisait les familles aussi sûrement qu'une catastrophe naturelle. Solomon supplia Edmund Petton, proposant de travailler des années supplémentaires sans aucune rémunération si sa famille pouvait rester unie. Il suggéra même des arrangements alternatifs, comme se louer à d'autres plantations durant les saisons de pointe pour générer des revenus supplémentaires. Mais Petton, pressé par des créanciers exigeant un paiement immédiat, rejeta toute négociation. La vente fut fixée au 14 mars 1851 au marché aux esclaves de Charleston, et rien ne viendrait modifier cette décision. Le matin du 14 mars se leva gris et lourd, des nuages d'orage s'amassant au-dessus de la rivière Ashley, comme si la nature elle-même pressentait la tragédie imminente. Solomon avait passé la nuit précédente à serrer sa famille dans leur petite cabane, gravant dans sa mémoire chaque détail de leur visage, chaque souffle, sachant qu'au lever du jour viendrait la séparation définitive. Célia, sa femme depuis 15 ans, avait gardé son calme durant toute l'épreuve, concentrant son énergie à préparer leurs enfants pour ce qui les attendait. Marcus, 8 ans, l'aîné, avait hérité de l'intelligence et de la curiosité de Solomon pour le monde au-delà de la plantation. Samuel, 6 ans, possédait la nature douce de son père et son don naturel pour la guérison, aidant souvent Solomon à récolter des plantes médicinales dans les bois voisins. Leur fille, Grace, âgée de 4 ans, s'accrochait à sa mère avec l'instinct de pressentir qu'un drame terrible allait se produire, sans pouvoir en saisir toute l'ampleur. Quand les négociants arrivèrent pour collecter leur cargaison humaine, Solomon regarda impuissant sa famille être chargée dans une charrette aux côtés de 6 autres familles déchirées par la détresse financière d'Edmund Petton. Les larmes des enfants se mêlaient aux promesses désespérées de leurs parents qu'ils se retrouveraient un jour, d'une manière ou d'une autre, des promesses que tous savaient être des mensonges destinés à apaiser une douleur insupportable. Mais l'horreur véritable commença durant le trajet vers le marché aux esclaves de Charleston. À mi-chemin, une roue de la charrette heurta une profonde ornière dans la route détrempée, faisant basculer le véhicule dangereusement. Dans la confusion, Célia fut projetée hors de la charrette, heurtant violemment une pierre pointue au bord du chemin. Le sang se mit à couler aussitôt de sa blessure, et Solomon, malgré ses mains entravées, tenta désespérément de l'atteindre. Les négociants, préoccupés uniquement par la livraison de leur cargaison en bon état, prirent une décision qui entrait Solomon pour le reste de sa vie. Plutôt que de chercher des soins médicaux pour Célia, ils la déclarèrent perte et ordonnèrent à la charrette de poursuivre sa route sans elle. Solomon hurla et lutta contre ses chaînes, alors qu'ils abandonnaient Bud et sa femme, saignant et inconsciente, au bord du chemin. Mais les autres esclaves le retinrent, sachant que toute résistance entraînerait des châtiments pour tous. Le cauchemar s'intensifia au marché aux esclaves de Charleston, où Solomon fut contraint d'assister à la vente de ses enfants à des acheteurs différents. Marcus fut acheté par un planteur de riz de Georgetown, qui exploitait des enfants pour l'entretien dangereux des systèmes d'irrigation dans des marais infestés d'alligators.
Samuel fut vendu à un fermier du Haut-Pays, réputé pour épuiser ses esclaves jusqu'à la mort, une réputation bien connue dans toute la région. Quant à Grace, trop jeune pour travailler au champ, elle fut vendue à une famille de Savannah comme domestique, disparaissant à jamais dans le vaste réseau de servitude qui liait les villes du Sud. À travers tout cela, Solomon conserva une apparence de résignation, sachant que toute manifestation d'émotion ou de résistance ne ferait qu'aggraver sa situation. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé de manière irréversible. L'homme qui avait consacré sa vie à soigner, à préserver la vie et à soulager la souffrance, vit tout ce qu'il aimait être détruit par la cruauté désinvolte d'hommes qui considéraient bien les êtres humains comme une marchandise à liquider quand cela leur convenait. Le docteur Hathaway, ignorant l'ampleur de la tragédie de Solomon, l'avait acheté principalement pour ses compétences médicales, payant un prix élevé qui reflétait la réputation de Solomon comme guérisseur exceptionnel. Le médecin avait entendu parler des dons de Solomon par d'autres praticiens qui avaient observé son travail à la plantation Pemberton, et il avait un besoin pressant de quelqu'un doté d'un savoir avancé sur les préparations médicinales pour l'aider dans sa pratique en plein essor. Alors que Solomon était conduit hors du marché aux esclaves pour commencer sa nouvelle vie comme assistant du docteur Hathaway, il jeta un dernier regard vers l'endroit où sa famille avait été dispersée aux 4 vents. À cet instant, quelque chose de froid et de calculateur s'installa dans son cœur, une patience qui lui permettrait d'attendre, d'apprendre et, finalement, de faire payer les responsables à la hauteur de l'énormité de leurs crimes. Ce soir-là, seul dans la petite chambre au-dessus du cabinet du docteur Hathaway, qui allait devenir son logis, Solomon commença à écrire dans un journal de cuir qu'il avait réussi à garder caché tout au long de l'épreuve. Sa première entrée, rédigée à la lumière d'une bougie, dans l'écriture soignée qu'il avait apprise, enfant, s'ouvrait par des mots qui allaient définir les 4 années suivantes de sa vie. Aujourd'hui, j'ai regardé ma femme et mes enfants brûler, et je n'ai rien fait pour les empêcher. Mais je suis encore vivant, et je me souviens de chaque visage, de chaque nom, de chaque voix qui riait tandis que mon monde s'achevait. Ils pensent m'avoir brisé, mais ils ne m'ont appris que la patience. Les mois qui suivirent, l'arrivée de Solomon au cabinet du docteur Hathaway s'écoulèrent dans un flou de routine médicale et d'observations attentives. Solomon accomplissait ses tâches avec la même compétence discrète qu'il avait toujours montrée. Préparer des composés, aménager les salles de soins et assister au traitement des patients. Mais sous cette façade d'acceptation, il menait une étude d'un autre ordre, apprenant les détails intimes de la communauté médicale de Charleston et des familles amies riches qui formaient la clientèle du docteur Hathaway. Le docteur Hathaway, veuf d'une 50aine d'années et sans enfant, s'appuyait désormais fortement sur l'expertise de Solomon. Le médecin souffrait d'arthrite rendant le travail précis de plus en plus difficile, et les mains sûres de Solomon, ainsi que son savoir encyclopédique sur les préparations médicinales, étaient devenus indispensables à la pratique. Plus importante encore, pour les plans que mûrissait Solomon, le docteur Hathaway avait commencé à lui permettre de prendre en charge certaines interactions avec les patients de manière autonome, notamment pour des affections chroniques nécessitant un suivi régulier. L'élite fortunée de Charleston, habituée aux meilleurs soins, observa d'abord Solomon, avec le mélange habituel d'indifférence distraite et d'approbation condescendante qui caractérisait leur rapport avec les esclaves qualifiés. Cependant, sa compétence évidente et sa tenue respectueuse lui valurent peu à peu une confiance qui s'avérera cruciale pour ses desseins. Des patients commencèrent à le demander spécifiquement, louant sa douceur et son aptitude apparente à comprendre intuitivement leurs mots. Pendant cette période, Solomon enquêta méthodiquement sur l'histoire de chaque famille riche visitant le cabinet. Il se renseigna sur leurs affaires, leurs relations sociales et, surtout, sur leur implication dans le commerce des esclaves qui avait détruit sa famille. Par une écoute attentive et des interrogations discrètes auprès d'autres esclaves employés dans les grandes maisons de Charleston, il compila des informations détaillées sur les hommes qui avaient participé à, ou tiré profit de,
la vente qui avait dispersé ses enfants à travers le Sud. Son enquête révéla qu'Edmund Peyton n'était qu'un maillon d'une chaîne d'exploitation beaucoup plus vaste. Le marché aux esclaves de Charleston fonctionnait avec le soutien et la participation des citoyens les plus respectés de la ville. Des hommes siégeant au conseil d'église et au comité de bienfaisance traitaient, en privé, des êtres humains comme du bétail à acheter et vendre pour le profit. Ce sont ces mêmes hommes qui assistaient à des dîners élégants pour discuter de littérature et de philosophie, tandis que leur richesse se construisait sur la souffrance de familles comme celle de Solomon. Parmi les patients réguliers du docteur Hathaway, Solomon identifia 9 hommes ayant des liens directs avec la destruction de sa famille. Certains avaient été présents à la vente, enchérissant sur du bétail humain, avec le même détachement que pour des chevaux ou du bétail. D'autres avaient assuré le financement des négociants d'esclaves, prêtant de l'argent pour maximiser les profits en brisant des familles. Quelques-uns avaient acheté des esclaves à la vente qui avaient dispersé ses enfants, contribuant ainsi au système qui traitait des êtres humains comme des marchandises jetables. Au fil de 1851 vers 1852, Solomon commença ce qu'il appelait en privé son « éducation » en chimie avancée. La bibliothèque médicale du docteur Hathaway contenait de nombreux textes sur les composés pharmaceutiques, incluant des descriptions détaillées de substances susceptibles d'induire paralysie, inconscience ou l'apparence de la mort, tout en laissant l'esprit de la victime pleinement conscient. Ces ouvrages, rédigés à des fins médicales légitimes, devinrent pour Solomon des manuels d'un curriculum voué à la revanche. La découverte la plus significative se trouvait dans un traité sur les toxines sud-américaines, qui décrivait un composé extrait d'une liane de l'Amazone, mais cultivé avec succès dans la serre d'un botaniste de Charleston, fournissant des spécimens exotiques aux collectionneurs fortunés. Cette toxine, correctement préparée, pouvait provoquer un état de paralysie musculaire complète tout en préservant la conscience et la sensation de douleur. La personne affectée apparaîtrait morte à une observation superficielle, mais resterait pleinement consciente de son environnement pendant plusieurs heures, avant que l'effet ne devienne fatal. Solomon passa des mois à apprendre à identifier et à cultiver la plante, finissant par repérer des spécimens dans la serre de l'ami du docteur Hathaway, le professeur Nathaniel Crenshaw, enseignant des sciences naturelles au College of Charleston. Crenshaw, ignorant l'intérêt véritable de Solomon pour la botanique, se réjouit de trouver un assistant passionné et le laissa travailler dans sa collection. Par des expériences rigoureuses sur des souris de laboratoire, Solomon établit la posologie précise nécessaire pour obtenir l'effet recherché. Trop peu ne provoquerait qu'une faiblesse passagère. Une dose excessive engendrerait une mort immédiate. La dose juste créerait un état indiscernable de la mort aux yeux de quiconque ne possédait pas de connaissances médicales approfondies, tout en laissant la victime consciente assez longtemps pour expérimenter l'horreur d'être enterrée vivante. La préparation psychologique de son projet exigea peut-être plus de discipline encore que la maîtrise de la chimie. Solomon dut conserver sa douceur et son attitude serviable tout en se préparant intérieurement à regarder des hommes souffrir de manière de contraire à tout ce que son âme de guérisseur représentait. Il se justifiait en relisant régulièrement dans son journal les noms de ses enfants, se rappelant leur destin et l'indifférence cruelle des hommes qui avaient tiré profit de leur vente. À l'approche de l'hiver 1852, Solomon avait identifié sa première victime, le colonel Reginald Fitzpatrick, riche planteur de riz, qui non seulement avait assisté à la vente où la famille de Solomon avait été dispersée, mais s'était ouvertement moqué du potentiel de reproduction des enfants mis en vente. Fitzpatrick souffrait de gouttes chroniques et venait chaque mois au cabinet du docteur Hathaway pour des traitements procurant un soulagement passager. Les rendez-vous réguliers du colonel, sa confiance dans les capacités médicales de Solomon et son habitude de venir seul faisaient de lui une cible idéale pour la campagne de vengeance soigneusement planifiée. Mais Solomon s'obligea à attendre. Patience et exécution parfaite étaient essentielles pour éviter tout soupçon et garantir que les 9 hommes
recevrait dans la due justice qu'il estimait méritée. Dans son journal, Solomon rédigea des profils détaillés de chaque victime prévue, notant leurs affections médicales, leur calendrier de traitement et leur implication dans le commerce des esclaves. Ces entrées ressemblaient à des notes cliniques, mais elles documentaient un tout autre type de plan thérapeutique. Un traitement conçu non pour guérir, mais pour s'assurer que 9 hommes éprouveraient la même terreur impuissante que les enfants de Solomon avaient lundi ressenti en étant arrachés à tout ce qu'ils connaissaient. La métamorphose de Solomon Fairfax, du guérisseur au tueur méthodique, commença par une préparation minutieuse qui s'étendit sur toute l'année 1852. Chaque détail devait être parfait, chaque éventualité planifiée, chaque variable contrôlée. Les hommes qu'il avait l'intention de viser n'étaient pas des individus isolés, mais des piliers de la société de Charleston, dont la mort serait examinée par les médecins les plus éminents de la ville et investiguée par les autorités, qui subiraient une pression intense pour en trouver les explications. La première étape de Solomon consistait à s'imposer comme un élément indispensable de la pratique du docteur Hathaway. Il commença à arriver plus tôt chaque matin pour préparer le cabinet, à rester plus tard chaque soir pour organiser les fournitures médicales et à démontrer une telle dévotion à son travail que le docteur Hathaway s'appuyait de plus en plus sur son jugement en matière médicale. Cette confiance croissante allait être essentielle lorsque Solomon aurait besoin de prendre en charge certains patients sans la supervision directe du médecin. Le développement de son composé paralysant nécessita des mois de perfectionnement minutieux. Travaillant dans une petite remise derrière le cabinet du docteur Hathaway, prétendument pour préparer des remèdes à base de plantes en complément des traitements du docteur, Solomon cultivait la vigne toxique et expérimentait des méthodes d'extraction. Le processus était dangereux. À plusieurs reprises, il s'exposa accidentellement à de petites quantités de toxines, éprouvant un engourdissement temporaire qui lui donna un aperçu terrifiant de ce que ses victimes endureraient dans leurs dernières heures. Le composé, dans sa forme finale, était un liquide incolore et inodore qui pouvait facilement être mélangé à d'autres médicaments sans être détecté. Administré à la dose correcte, il commençait à agir en 30 minutes, provoquant d'abord faiblesse et désorientation, symptômes attribués à l'état médical préexistant du patient. Au bout d'une heure, une paralysie complète s'installait, mais la victime restait consciente, capable d'entendre, de voir et de ressentir tout ce qui se passait autour d'elle. Plus crucial encore, la paralysie était si totale qu'il devenait impossible de détecter respiration ou pouls sans examen extrêmement attentif. Pour les médecins des années 1850, dépourvus d'appareils de diagnostic modernes, un patient traité avec le composé de Solomon aurait semblé être mort paisiblement de cause naturelle. Seul quelqu'un connaissant parfaitement les propriétés de la toxine pouvait reconnaître les signes subtils indiquant que la victime était encore vivante mais totalement immobilisée. Le choix du colonel Reginald Fitzpatrick comme première victime était à la fois stratégique et personnel. Ses visites mensuelles pour traiter la goutte offraient un calendrier prévisible, et son arrogance le rendait particulièrement facile à mépriser. Plus important encore, Fitzpatrick vivait seul, hormis les esclaves de maison terrorisés par lui, ce qui rendait improbable qu'on exige un long veillée funèbre ou un examen détaillé de son corps après la mort. L'historique médical du colonel fournissait à Solomon une couverture parfaite. Fitzpatrick souffrait non seulement de la goutte, mais aussi d'un cœur fragile, que le docteur Hathaway surveillait depuis plusieurs années. Si Fitzpatrick mourait subitement, une insuffisance cardiaque apparaîtrait comme le diagnostic évident, ne nécessitant ni enquête ni autopsie. Le 15 décembre 1852, le colonel Fitzpatrick arriva pour son rendez-vous habituel, se plaignant que ses douleurs de goutte s'étaient considérablement aggravées durant la semaine précédente. Le docteur Hathaway étant occupé avec un autre patient, il demanda à Solomon de préparer le traitement habituel du colonel et de commencer la consultation. Cette délégation de responsabilité, tout à fait routinière, offrait exactement l'occasion que Solomon attendait.
Alors qu'il préparait la médication du colonel, Solomon ajouta des gouttes précisément mesurées de son composé paralysant à la solution. Ses années de pratique médicale lui avaient appris à garder les mains stables et une expression calme, même dans les situations de stress. Des compétences qui lui servaient désormais à franchir la ligne entre guérisseur et meurtrier. Fitzpatrick, habitué à recevoir ses traitements de Solomon, consomma la médication sans poser de questions. La conversation qui suivit resta gravée à jamais dans la mémoire de Solomon. Alors que la toxine commençait à agir et que Fitzpatrick se sentait faiblir, Solomon s'assit près de son fauteuil et parla d'une voix douce, la même qu'il utilisait toujours avec ses patients. « Colonel Fitzpatrick, » dit-il calmement, « je veux que vous sachiez que je m'appelle Solomon Fairfax et que vous avez détruit ma famille lors de la vente aux enchères d'esclaves du 14 mars 1851. Vous avez ri quand mes enfants ont été vendus. Vous avez plaisanté sur leur valeur comme bétail de reproduction. Vous souvenez-vous de ce jour-là? Les yeux de Fitzpatrick, déjà vitreux sous l'effet de la paralysie, montrèrent d'abord un éclair de reconnaissance, puis une horreur croissante lorsqu'il comprit ce qui se passait. Il essaya de parler, d'appeler à l'aide, mais sa voix lui avait été volée en même temps que sa mobilité. Solomon continua, toujours d'un ton calme et professionnel. « Vous n'êtes pas encore en train de mourir, colonel. Le médicament que je vous ai donné a paralysé chaque muscle de votre corps, mais votre esprit est parfaitement clair. Vous entendez chaque mot que je prononce. Vous ressentez chaque chose qui vous arrive. Dans environ 1 heure, le docteur Hathaway vous examinera et vous déclarera mort d'une crise cardiaque. Votre corps sera préparé pour l'enterrement, et demain soir, vous serez placé dans votre cercueil et enterré au cimetière de Saint-Michael. » Solomon se pencha plus près, s'assurant que Fitzpatrick voyait bien son visage. « Mais vous ne mourrez réellement que plusieurs heures après avoir été enterré. Vous serez pleinement conscient, tandis que la terre s'abattra sur votre cercueil. Vous entendrez chaque son, ressentirez chaque sensation, et aurez tout le temps nécessaire pour réfléchir à ce que vous avez fait à mes enfants. C'est alors que vous comprendrez ce que signifie vraiment la terreur. » La paralysie était désormais complète. Fitzpatrick paraissait un cadavre, mais Solomon voyait dans ses yeux cette conscience désespérée, cet effort frénétique pour communiquer ou échapper à son corps immobilisé. Avec un professionnalisme impeccable, Solomon vérifia le pouls et la respiration du colonel, confirmant qu'ils étaient si faibles qu'ils auraient été indétectables sans instrument spécialisé. 5 minutes plus tard, lorsque le docteur Hathaway entra dans la salle de traitement, il trouva Solomon debout, respectueux, près de ce qui semblait être le corps du colonel Fitzpatrick, affichant une expression de tristesse et de préoccupation. « J'ai bien peur que le colonel nous ait quittés, docteur, » rapporta Solomon d'une voix basse. « Son cœur a lâché, alors que je préparais son prochain traitement. Il est parti très paisiblement. » L'examen du docteur Hathaway confirma le diagnostic. Le colonel ne montrait aucun signe de vie et, compte tenu de sa condition cardiaque connue, la cause de la mort semblait évidente. En moins d'1 heure, le corps fut transféré au manoir de Fitzpatrick, où l'on prépara des funérailles dignes de l'un des citoyens les plus éminents de Charleston. Solomon assista aux obsèques, se tenant respectueusement dans la section réservée aux esclaves, tandis que le cercueil du colonel était descendu en terre. Quand les premières pelletées de terre frappèrent le bois, Solomon se demanda si Fitzpatrick était encore conscient de ce qui lui arrivait. La pensée ne lui apporta aucune satisfaction, seulement un froid sentiment de justice enfin rendue. Ce soir-là, Solomon fit la 2e entrée dans son journal. Le colonel Fitzpatrick a payé pour ses crimes. Il en reste 8. La justice est patiente, mais elle s'est aussi certaine. Les mois qui suivirent, l'enterrement du colonel passèrent avec une lenteur agonisante, alors que Solomon attendait de voir si sa méthode avait éveillé des soupçons. Les cercles sociaux de Charleston bourdonnaient de condoléances attendues et d'hommages aux contributions du colonel à la communauté, mais personne ne remit en question les circonstances de sa mort. Le docteur Hathaway
évoqua le cas auprès d'autres médecins comme un exemple de la rapidité avec laquelle une crise cardiaque pouvait emporter même des individus semblant en bonne santé. Quant à Solomon, sa réputation d'assistant médical compétent et attentionné demeura intacte. Cette première vengeance réussie donna à Solomon la confiance nécessaire pour poursuivre la deuxième phase de son plan. Mais elle l'obligea aussi à affronter le prix psychologique de ses actes. Malgré des années de préparation minutieuse et une certitude absolue quant à la justice de sa cause, le fait d'avoir réellement regardé un homme mourir dans la terreur l'affecta bien plus qu'il ne l'avait prévu. Il fut incapable de dormir pendant des semaines, non pas par culpabilité, mais à cause de l'imagination vive de ce que Fitzpatrick avait ressenti dans ses dernières heures, enterré vivant. Le choix de sa deuxième victime exigeait une considération prudente du moment et de la méthode. Solomon devait éviter d'établir un quelconque schéma susceptible d'attirer l'attention, ce qui signifiait varier à la fois les intervalles entre les décès et les causes apparentes. Ces recherches avaient identifié le juge Marcus Calverton comme cible idéale. Un homme qui non seulement avait assisté à la vente de la famille de Solomon, mais avait aussi fourni la justification légale à la séparation des familles esclaves, arguant devant le tribunal que de telles pratiques étaient essentielles pour maintenir l'ordre et maximiser l'efficacité économique. Le juge Calverton souffrait de migraines sévères qui s'étaient aggravées au cours des 2 dernières années, l'obligeant à consulter le docteur Hawey de plus en plus fréquemment. L'état du juge offrait à Solomon à la fois une opportunité et une couverture. Les migraineux étaient médecins connus pour succomber parfois à des AVC fatales, et l'âge avancé de Calverton rendait une telle issue médicalement plausible. Mais avant que Solomon ne puisse mettre son plan à exécution contre le juge Calverton, une complication inattendue survint, menaçant presque de faire échouer toute sa campagne de vengeance. En mars 1853, le docteur Hathaway annonça qu'il envisageait de prendre un associé junior, un jeune médecin nommé Timothy Henderson, qui venait de terminer sa formation à Philadelphie et souhaitait s'établir dans la communauté médicale compétitive de Charleston. L'arrivée du docteur Henderson dans le cabinet signifiait une surveillance accrue des activités de Solomon, davantage de témoins de ses interactions avec les patients et une difficulté grandissante à administrer son composé paralysant sans être détecté. Plus inquiétant encore, Henderson avait étudié auprès de médecins familiers des dernières avancées en médecine légale, y compris des techniques permettant de repérer des substances inhabituelles chez les défunts. Solomon comprit qu'il devrait accélérer considérablement son calendrier. Plutôt que d'espacer les décès sur plusieurs années, comme prévu à l'origine, il devrait achever sa mission en quelques mois, avant que la présence du jeune médecin ne rende toute opération impossible. Cette compression de son plan l'obligeait à prendre plus de risques et à accepter des conditions imparfaites pour certaines de ses victimes. La pression de devoir agir vite le mena à sa première erreur grave. En préparant le traitement du juge Calverton en avril 1853, Solomon administra accidentellement une dose légèrement plus forte que prévu de son composé. La mort apparente du juge survint plus rapidement qu'escompté, et la paralysie fut si complète que même le docteur Hathaway remarqua quelque chose d'inhabituel dans l'état du corps. « Étrange », murmura-t-il en examinant le cadavre de Calverton. « La rigidité musculaire semble plus prononcée que chez les victimes typiques d'un AVC. Et regardez ses yeux. Il y a comme une expression désespérée. » Le cœur de Solomon battait à tout rompre en voyant le docteur pousser l'examen plus loin que pour le colonel Fitzpatrick. Pendant plusieurs minutes terrifiantes, il crut son plan sur le point d'être découvert. Mais la formation médicale de l'époque, aussi solide fût-elle, manquait des connaissances nécessaires pour reconnaître les effets du poison exotique de Solomon. Après 15 minutes d'observation, Hathaway conclut que les symptômes inhabituels n'étaient ni que les conséquences d'un AVC particulièrement sévère. Le pauvre homme a dû terriblement souffrir dans ses derniers instants, observa-t-il, sans savoir qu'il décrivait exactement ce que Calverton endurait encore. Paralysé mais conscient,
alors que son corps était déjà préparé pour l'enterrement. Les funérailles du juge attirèrent encore plus de notables que celles du colonel Fitzpatrick, comme il convenait à un homme ayant servi la communauté juridique de Charleston pendant plus de 30 ans. Solomon regarda, depuis la section réservée aux esclaves, le cercueil descendre dans le cimetière de Saint-Michael à seulement 3 rangées de la tombe de Fitzpatrick. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, Solomon remarqua une présence qui glaça son sang. Un jeune homme, debout à l'arrière de la foule, prenant des notes dans un petit carnet de cuir. Le scribe n'était autre que Thomas Grimby, journaliste au Charleston Mercury, qui avait commencé à enquêter sur ce qu'il appelait en privé le phénomène des morts notables. Une série de décès soudains parmi l'élite de la ville, improbable statistiquement. Grimby avait remarqué que, depuis 6 mois, Charleston avait perdu plusieurs riches citoyens à cause d'urgences médicales inattendues. Chacune semblait médicalement explicable, mais prises ensemble, elles paraissaient suspectes. L'entrée du journal de Solomon ce soir-là reflétait sa conscience croissante que le temps lui était compté. Le juge Calverton a rejoint le colonel Fitzpatrick dans l'expérience de la véritable justice. Mais je crains que certains ne commencent à remarquer des motifs qui pourraient menacer l'accomplissement de ma mission. Je dois agir plus vite, même si cela implique d'assumer de plus grands risques. L'accélération de son calendrier signifiait que sa 3e victime devrait disparaître en quelques semaines, plutôt qu'en quelques mois. Son choix se porta sur le capitaine William Dandridge, un armateur qui avait transporté des esclaves de Charleston vers les marchés du Sud, supervisant personnellement le chargement de sa cargaison humaine, avec le même soin qu'il portait aux balles de coton. Dandridge représentait un défi particulier, contrairement aux précédentes victimes qui consultaient régulièrement le docteur Hathaway pour des affections chroniques. Il était en bonne santé et ne sollicitait des soins que pour des blessures mineures liées à ses activités maritimes. Solomon devrait créer une opportunité plutôt que d'en attendre une. La solution vint de son réseau de contacts parmi la communauté esclave de Charleston. Les domestiques de cuisine des grandes maisons de Battery échangeaient souvent des informations sur les activités de leurs maîtres, qu'ils relayaient à d'autres foyers. Par ces réseaux d'intelligence informels, Solomon apprit que le capitaine Dandridge organisait un dîner pour les notables du commerce maritime, prévu le 20 mai 1853. Ce dîner offrait à Solomon l'occasion parfaite d'éliminer sa 3e cible, tout en recueillant des renseignements sur de futures victimes potentielles. Pour de tels événements, le personnel de cuisine était souvent emprunté à d'autres maisons, et Solomon avait noué des amitiés avec plusieurs esclaves travaillant dans la préparation des repas. Avec une planification minutieuse, il pourrait participer au service et avoir un accès direct à Dandridge et à ses invités. Mais alors que Solomon peaufinait ses plans, Thomas Grimby menait sa propre enquête sur la récente série de décès de notables. Le journaliste s'était mis à visiter régulièrement le cimetière de Saint-Michael, notant les lieux des sépultures récentes et documentant les antécédents médicaux des défunts. Ces découvertes allaient enrôler bientôt menacer tout ce que Solomon avait entrepris. Ces hommes parlaient donc des êtres humains avec le même détachement qu'ils réservaient au prix du coton ou aux horaires de navigation, considérant la destruction des familles comme un simple coût de fonctionnement. L'occasion de Solomon se présenta lors du service du dernier plat, un dessert élaboré qui nécessitait une préparation individuelle pour chaque convive. Travaillant dans la cuisine du capitaine Dandridge, Solomon ajouta soigneusement son composé paralysant à la part de gâteaux imbibés de brandy destinés au capitaine, utilisant une méthode qu'il avait perfectionnée au fil de mois d'expérimentation. La toxine, absorbée par l'alcool du dessert, masquait tout goût suspect, tout en garantissant une assimilation rapide dans le système de la victime. Le capitaine Dandridge consomma son dessert avec un plaisir évident, félicitant Martha pour sa préparation exceptionnelle et demandant la recette pour son propre cuisinier. 30 minutes plus tard, il commença à ressentir les premiers effets du composé de Solomon, un léger étourdissement qu'il attribua au vin de la soirée
et à la chaleur de la salle à manger bondée. À mesure que la paralysie progressait, le capitaine quitta la table, prétextant avoir besoin d'air frais pour se clarifier l'esprit. Solomon, observant depuis l'embrasure de la cuisine, le vit gagner son cabinet privé, où il s'effondra dans son fauteuil de cuir favori, juste au moment où la toxine atteignait son plein effet. La découverte de la mort du capitaine 20 minutes plus tard provoqua exactement le type de scène que Solomon avait espéré éviter. Au lieu de mourir discrètement dans le cabinet du docteur Hathaway, le capitaine avait expiré devant 12 témoins qui réclamèrent aussitôt des explications. Le docteur Samuel Pettigrew, l'un des convives, examina le corps sous le regard alarmé des autres. « C'est des plus singuliers », annonça-t-il après un premier examen. Le capitaine Dandridge semble avoir été victime d'une sorte de crise, mais il n'y a aucun signe évident d'apoplexie ni d'insuffisance cardiaque. La rigidité musculaire est assez prononcée, presque comme s'il avait été empoisonné. Le mot « empoisonné » parcourut la salle comme un coup de tonnerre, suscitant exactement l'attention que Solomon avait tenté d'éviter. En moins d'une heure, 2 autres médecins furent convoqués pour examiner le corps, et au matin, la nouvelle de ce décès suspect s'était répandue dans tous les cercles mondains de Charleston. Thomas Grimby, le journaliste qui suivait depuis plusieurs mois la série de morts éminentes, arriva au manoir du capitaine avant l'aube, interrogeant domestiques et invités, alors que les souvenirs de la soirée restaient encore frais. Son enquête révéla que Solomon avait été présent au dîner. C'était la première fois qu'un individu pouvait être relié à plusieurs décès récents parmi l'élite de Charleston. Le filet se refermait sur Solomon, mais sa mission demeurait inachevée. 6 de ses victimes désignées respiraient encore, et la surveillance accrue rendait improbable la poursuite de ses méthodes habituelles. Acculé et conscient que le temps lui échappait, Solomon prit la décision la plus dangereuse de toute sa campagne, tenter de tuer plusieurs cibles en même temps, par un procédé qui garantirait une terreur maximale, quitte à s'exposer à une capture quasi certaine. Ses recherches lui avaient ainsi révélé qu'une réunion privée devait se tenir le 15 juin 1853, rassemblant 6 des plus grands négociants d'esclaves de Charleston dans les bureaux de Henderson & Associates, afin de finaliser les contrats d'une expansion majeure de leurs activités. La réunion devait avoir lieu en soirée, après les heures ouvrables, offrant à Solomon une occasion idéale d'enfermer ses ennemis dans un espace clos. Le plan qu'il élabora était à la fois ingénieux et terrifiant par sa simplicité. Pendant 2 semaines, de nuit, Solomon utilisa son accès aux fournitures médicales pour préparer une grande quantité de son composé paralysant sous une forme hautement concentrée. Au lieu de l'administrer individuellement, il projeta de l'introduire dans le système d'éclairage au gaz du bâtiment. Le réseau central alimentait toutes les lampes et en injectant son poison concentré dans la conduite principale, Solomon pouvait s'assurer que quiconque allumerait les lampes serait exposé à une dose létale en quelques minutes. Le soir du 15 juin, Solomon attendit dans l'allée derrière le bâtiment. À 20 heures se précise, les fenêtres s'illuminèrent, signalant que la réunion avait commencé et que son piège s'activait. 30 minutes plus tard, le silence régnait. Une heure plus tard encore, certain que la paralysie avait fait son œuvre, Solomon entra par la porte arrière à l'aide d'une clé obtenue grâce à une préparation méticuleuse. Le spectacle qui l'attendait dans la salle de conférence était à la fois effroyable et étrangement satisfaisant. 6 hommes siégeaient encore autour de la table en acajou, figés dans les positions qu'ils occupaient lorsque la paralysie les avait frappés. Seuls leurs yeux, unique partie du corps, encore mobile, suivaient des Solomon avec une terreur muette. Il s'approcha de chacun, parlant d'une voix calme et professionnelle, comme avec ses précédentes victimes. Il se présenta et expliqua ce qui leur arrivait, décrivant avec précision comment ils demeureraient conscients tout au long de leur enterrement et des heures de suffocation à venir. Dans leurs regards se lisaient panique, incrédulité et supplication désespérée. Un spectacle qui procurait à Solomon une satisfaction que des années de planification ne l'avaient somme pas préparé à éprouver. Mais ce triomphe fut de courte durée.
Alors qu'il s'apprêtait à quitter le bâtiment pour laisser les corps être découverts au matin, il entendit des pas dans le couloir. La porte s'ouvrit. Thomas Grimby apparut, le journaliste qui menait depuis des mois son enquête sur les morts suspectes. Guidé par ses indices, il était arrivé juste à temps pour surprendre Solomon debout devant 6 corps figés. « Alors c'était vrai », dit Grimby d'une voix basse, mêlant horreur et satisfaction. « Quelqu'un assassine méthodiquement l'élite de Charleston, et c'est vous le responsable. » Solomon comprit que ses plans venaient de s'écrouler. Nulle explication n'était possible. Le journaliste avait atteint la même conclusion que les autorités atteindraient Matz. Bientôt, seul un homme doté de connaissances médicales et d'informations précises sur l'emploi du temps des victimes pouvait orchestrer une telle campagne de meurtre. « Ils ont détruit ma famille », déclara Solomon simplement, sans chercher à nier. « Ils ont vendu mes enfants comme du bétail et laissé ma femme mourir au bord de la route. Ceci est la justice, pas un meurtre. » La réponse de Grimby reflétait toute la complexité des dynamiques raciales de Charleston. En tant que journaliste, il était déterminé à révéler la vérité. En tant que sudiste, il connaissait les réalités brutales du système esclavagiste qui avait nourri la vengeance de Solomon. Ce conflit intérieur provoqua une hésitation qui allait décider du sort des 2 hommes. « Ces hommes, là-dedans, » dit Grimby en désignant les victimes paralysées. « Ils sont encore vivants, n'est-ce pas? Voilà pourquoi leurs yeux bougent. Vous avez fait en sorte qu'ils paraissent morts, tout en restant conscients. » Solomon hocha la tête, inutile de nier l'évidence. « Ils vont ressentir exactement ce qu'ont vécu mes enfants, arrachés à tout ce qu'ils connaissaient. Ils auront des heures pour réfléchir à ce qu'ils ont fait, comme ma famille eut des heures pour contempler son sort durant ce trajet funeste vers le marché aux esclaves. » La conversation qui suivit fut consignée dans le journal de Grimby, retrouvé des décennies plus tard lors de la rénovation de son ancienne demeure. Le journaliste se retrouva pris entre son devoir professionnel de dénoncer un meurtrier de masse et sa compréhension humaine des injustices qui l'avaient engendré. « Je ne peux pas vous laisser continuer, » dit Grimby enfin, « mais je ne peux pas non plus ignorer ce qui vous a poussé à agir. Ces hommes participaient à un système qui traite les êtres humains comme du bétail. Ils avaient tiré profit de la séparation des familles et de la vente des enfants. Dans toute société juste, ils auraient dû répondre de ces actes. » La réponse de Solomon révéla le cadre philosophique qui l'avait soutenu pendant 4 années de préparation et d'exécution. « Dans une société juste, ma famille n'aurait jamais été détruite, » dit-il. « Puisque la justice nous a été refusée par les voies légales, j'ai créé ma propre justice grâce au savoir que leur système m'a enseigné. » L'affrontement entre Solomon et Grimby fut interrompu par des voix qui s'approchaient à l'extérieur du bâtiment. D'autres personnes venaient enquêter sur la réunion, soit parce qu'elles étaient censées y assister, soit parce que quelqu'un avait remarqué une activité inhabituelle. Les 2 hommes comprirent qu'en quelques minutes, la scène serait découverte et le destin de Solomon scellé. « Il y a un escalier de service, » dit Grimby à voix basse. « Tu pourrais encore t'échapper. Je pourrais retarder mon rapport de quelques heures, t'accorder le temps d'atteindre la campagne. » Mais Solomon avait déjà accepté que sa mission s'achève par sa capture ou sa mort. 9 hommes avaient donc été responsables de la destruction de sa famille, et il n'avait réussi qu'à en éliminer 6. Les 23 autres vivraient même pour profiter de leurs crimes, et le système qui les avait rendus possibles continuerait inchangé. « Je ne fuis pas, » répondit Solomon, avec la même certitude calme qui avait marqué chacun de ses actes. « Qu'ils viennent, qu'ils découvrent ce que j'ai fait. Peut-être qu'en entendant cette histoire, d'autres comprendront que même les esclaves ont des limites à ce qu'ils endureront en silence. » Les voix se rapprochaient, accompagnées du bruit de pas multiples dans l'escalier de façade. Grimby prit alors une décision qui le hanterait toute sa vie. Il choisit de protéger l'histoire plutôt que Solomon. Le journaliste se plaça pour observer et documenter la scène, s'assurant de pouvoir livrer un récit complet de la capture de Solomon et de la découverte de ses victimes. Lorsque les agents de police de Charleston envahirent la salle de conférence,
Ils trouvèrent un spectacle qui défiait toute explication immédiate. 6 notables siégeaient, immobiles, autour de la table, apparemment morts, mais sans aucun signe typique de décès naturel. Debout, paisible, à leur côté, se tenait un esclave qui ne tenta ni de fuir, ni de résister, offrant au contraire une confession complète de ses actes et une explication détaillée de ses méthodes. La confession de Solomon, consignée par le chef de la police et préservée dans les archives de criminels de Charleston, permit aux autorités de résoudre non seulement les décès multiples de cette soirée, mais aussi les morts mystérieuses qui troublaient la communauté médicale depuis près de 2 ans. Le composé paralysant, la méthode d'administration, la sélection des victimes en fonction de leur implication dans la traite, tout fut documenté avec la même précision méthodique qui avait marqué la campagne de vengeance de Solomon. Le procès de Solomon Fairfax devint l'une des affaires judiciaires les plus controversées de l'histoire antebellum de Charleston, non à cause d'un doute sur sa culpabilité, mais à cause des questions morales qu'il soulevait sur l'esclavage, la justice et les limites de l'endurance humaine. L'accusation, dirigée par le procureur Charles Rutledge, présenta l'affaire comme un simple cas de meurtre. Un esclave ayant tué 9 citoyens notables devait être exécuté pour maintenir l'ordre social. La défense, assurée par un avocat commis d'office, Benjamin Crawford, fut confrontée à la tâche presque impossible de défendre un client ayant confessé plusieurs meurtres, tout en plaidant que ces meurtres étaient donc justifiés par la destruction systématique de sa famille. La stratégie de Crawford ne consistait pas à nier la culpabilité de Solomon, mais à exposer les réalités brutales du système esclavagiste qui avait créé les conditions d'une telle vengeance désespérée. Le procès révéla des détails sur la traite à Charleston, jusque-là cachés au public. Les témoignages sur la séparation des familles, la cruauté banale des enchères et l'impuissance juridique absolue des esclaves tinrent lieu de miroir dérangeant pour une société qui aimait se voir l'esclavage comme une institution bienveillante. Le témoignage détaillé de Solomon sur la destruction de sa famille, à laquelle il avait assisté sans pouvoir intervenir, força l'élite de Charleston à affronter les conséquences humaines de leur système économique. La couverture de Grimby pour le Charleston Mercury fit sensation dans tout le Sud. Ces articles, qui incluaient de larges extraits du journal de Solomon et des descriptions précises du composé paralysant, furent repris de la Virginie à la Louisiane. L'histoire de l'esclave, ayant transformé ses connaissances médicales en instrument de vengeance, devint source de fascination et de terreur pour les propriétaires d'esclaves. Les aspects médicaux des crimes de Solomon attirèrent particulièrement l'attention de la communauté scientifique. Le docteur Hathaway, bouleversé d'apprendre que son assistant de confiance avait utilisé la pharmacie comme base pour le meurtre, fournit un témoignage détaillé sur le savoir chimique de Solomon et son accès à des substances exotiques. La révélation que des esclaves pouvaient posséder une compréhension poussée de la chimie et de la toxicologie remit en cause les préjugés sur leur capacité intellectuelle et relança le débat sur la pertinence d'éduquer les esclaves. Les 6 hommes paralysés dans le bâtiment Henderson and Associates fournirent les témoignages les plus marquants du procès. Tous avaient survécu, mais leurs expériences variaient en horreur selon la durée pendant laquelle ils étaient restés conscients après leur mort apparente. Leurs récits, gisant paralysés, conscients de tout, entendant leur décès déclaré et leurs funérailles organisées, transmirent une compréhension viscérale de la vengeance de Solomon que les arguments juridiques ne pouvaient égaler. Le colonel Harrison Vance, l'un des survivants, décrivit la torture psychologique de son expérience. « Je pouvais tout entendre, tout sentir, mais je ne pouvais pas bouger, ne serait-ce qu'une paupière. Quand mon épouse pleura sur mon corps, je désirais ardemment la réconforter, lui faire savoir que j'étais encore en vie. Mais j'étais piégé dans mon propre cadavre, totalement impuissant, tandis qu'on préparait mon enterrement. Si Solomon Fairfax avait voulu me montrer ce qu'était la terreur, il y a réussi au-delà de toute mesure. La révélation que 3 des victimes précédentes de Solomon, le colonel Fitzpatrick, le juge Calverton et le capitaine Dandridge,
avait été enterré vivant, déclencha un tollé qui dépassa les frontières de Charleston. Des familles, dans tout le sud, commencèrent à douter que leurs proches étaient vraiment morts naturellement, ou s'ils avaient été victimes d'empoisonnements similaires. Les demandes d'exhumation et d'autopsie submergèrent la communauté médicale de Charleston et créèrent un climat de suspicion durable. Solomon resta calme et éloquent tout au long du procès, n'exprimant aucun remords pour ses actes, regrettant seulement de ne pas avoir pu achever sa mission contre les 9 hommes. Sa déclaration finale au tribunal résuma froidement ses motivations et ses méthodes. « J'ai été formé pour préserver la vie et soulager la souffrance. Mais quand cette société détruisit ma famille en appelant cela légal et convenable, j'appris que le même savoir destiné à guérir pouvait aussi servir à rendre la justice. Je ne demande aucune clémence, car aucune n'a été accordée à ma femme et à mes enfants. Je demande seulement que, lorsque vous me condamnerez, vous vous souveniez que je ne suis pas celui qui a créé le système, rendant une telle vengeance nécessaire. » La délibération du jury dura moins d'1 heure. Solomon Fairfax fut déclaré coupable sur tous les chefs et condamné à la pendaison, un verdict qui ne surprit personne, étant donné l'ampleur de ses crimes et la nécessité de maintenir l'ordre dans une société esclavagiste. Il fut exécuté le 15 octobre 1853 devant une foule de plus de 2000 personnes venues assister à la mort du criminel le plus notoire de Charleston. Ses dernières paroles, prononcées avec la même sérénité qu'au procès, furent rapportées par Thomas Grimby et publiées dans les journaux du Sud. « Je meurs en sachant que 9 hommes ont ressenti la terreur que mes enfants ont connue lorsqu'ils furent arrachés à tout ce qu'ils aimaient. Cette certitude rend ma mort acceptable, mais ce système qui engendre une telle désespérance continuera, et d'autres familles souffriront comme la mienne. Quand cela arrivera, souvenez-vous que même l'homme le plus patient a des limites à ce qu'il supportera en silence. Le corps de Solomon fut enterré dans une fosse anonyme, hors des limites de Charleston, conformément aux lois interdisant l'inhumation des criminels exécutés en terre consacrée. Mais son journal, confisqué comme pièce à conviction durant le procès, ne fut jamais restitué aux autorités après la clôture des procédures. Thomas Grimby, qui avait été autorisé à examiner ce journal au cours de sa couverture du procès, en avait fait de longues copies avant de rendre l'original au greffier. Des années plus tard, alors qu'il préparait ses mémoires, Grimby décida d'enterrer le journal de Solomon sous le magnolia du cimetière de Saint-Michael, près des tombes des hommes que Solomon avait tués. Le récit du journaliste, rédigé en 1889, expliquait ainsi son choix. « Je ne pouvais me résoudre à détruire le témoignage d'une vengeance aussi méthodique, mais je ne pouvais pas non plus permettre qu'il inspire d'autres à agir de même. Peut-être que les générations futures, avec une perspective différente sur la justice et l'esclavage, seront mieux préparées à comprendre la terrible nécessité qui poussa Solomon Fairfax à devenir à la fois guérisseur et meurtrier. » La découverte du journal de Solomon en 1923, lors des travaux de rénovation du cimetière, qui mirent aussi au jour des marques de griffure à l'intérieur de 9 cercueils, apporta la confirmation définitive d'une histoire devenue légende. Les preuves d'eau matérielle, ces traces laissées par des ongles s'acharnant désespérément sur le bois des couvercles, démontrèrent que le récit de Grimby était exact dans ses moindres détails. Le gouvernement municipal de Charleston classa aussitôt cette découverte comme dossier historique sensible et scella tous les documents liés à l'affaire. L'explication officielle invoquait des préoccupations de sécurité publique et le risque de tensions raciales, mais beaucoup pensaient donc que la véritable motivation était de protéger la réputation des familles influentes dont les ancêtres avaient hier participé ou profité de la traite. L'héritage de la vengeance de Solomon Fairfax dépassa largement les frontières de Charleston. Dans tout le sud antebellum, les maîtres devinrent de plus en plus méfiants envers les esclaves instruits, en particulier ceux qui possédaient des connaissances médicales ou un accès aux substances pharmaceutiques. De nouvelles lois furent votées
pour restreindre l'accès des esclaves aux livres, à la formation médicale et au savoir scientifique, car les autorités reconnaissaient désormais qu'une éducation pouvait transformer les opprimés en adversaires redoutables. L'affaire influença également le développement de la médecine légale aux États-Unis. Le composé paralysant exotique utilisé par Solomon suscita des recherches sur les méthodes de détection de toxines inhabituelles dans les corps, menant à des avancées en matière d'autopsie qui s'avéreraient précieuses dans les enquêtes criminelles futures. Mais l'impact le plus significatif fut sans doute son effet sur le débat national concernant l'esclavage. La révélation que même les esclaves les plus dociles et loyaux pouvaient d'y nourrir des années de rage accumulées remit en cause les fondements de la stabilité et de la justification morale de l'institution. Si un homme comme Solomon Fairfax, instruit, compétent et digne de la confiance de ses maîtres, avait pu planifier et exécuter une vengeance aussi méthodique, que pensaient alors des véritables sentiments des millions d'autres esclaves à travers le Sud? Cette histoire nous montre que, même dans les chapitres les plus sombres de l'histoire américaine, des actes individuels de résistance pouvaient ébranler les fondations de systèmes que l'on croyait inébranlables. L'histoire de Solomon Fairfax nous rappelle que la justice différée n'est pas toujours la justice refusée. Parfois, elle prend simplement une forme différente, plus terrible. Que pensez-vous de cette émouvante histoire? Croyez-vous que les actes de Solomon furent justifiés par la destruction de sa famille? Ou bien sa vengeance n'était-elle qu'une autre forme du mal? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce récit glaçant du passé enfoui de Charleston. Si vous avez apprécié ce voyage dans les recoins obscurs de l'histoire cachée de l'Amérique et souhaitez découvrir d'autres récits que nos ancêtres ont tenté d'oublier, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie les vérités complexes dissimulées derrière les versions officielles. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, le passé n'est jamais vraiment enterré. Il attend toujours d'être redécouvert par ceux qui ont le courage de creuser.